Lorsque nous regardons vers l'avenir, nous savons que l'IA a le potentiel de façonner l'avenir et de le façonner pour le mieux. L'IA générative a débloqué tout, de l'écriture de code au raisonnement philosophique. Ce parcours a commencé avec des modèles fondamentaux. Ils ont permis à des milliards d'utilisateurs d'accéder à la puissance des données auxquelles ils n'auraient jamais eu accès auparavant. Ils ont changé la donne pour nous tous. Et peu ont façonné cet avenir plus qu'OpenAI. Grâce à la montée explosive de ChatGPT, utilisée par plus d'1 milliard de personnes chaque jour, ils ont redéfini la façon dont nous interagissons avec les données et l'intelligence. Et la façon dont nous imaginons l'avenir du travail. Et au centre de cette transformation se trouve l'une des voies les plus influentes de la technologie aujourd'hui. Il a dirigé OpenAI, passant de la recherche révolutionnaire à des produits qui ont désormais un impact sur des milliards, propulsant l'évolution de l'IA à une échelle véritablement mondiale. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir le fondateur et PDG d'OpenAI, Sam. Modérer la discussion, la fondatrice et associée gérante de Conviction, et une bonne amie, Sarah Guo. Bienvenue, Sam et Sarah. Merci. Eh bien, c'est incroyable d'être de retour. Je disais à Sridhar, ça ressemble à un concert de rock pour les gens de la donnée. Pour les gens de la donnée, vous étiez ici il y a 2 ans. Oui, mais ce n'était pas aussi incroyable. Alors, pour commencer, Sam, Sridhar, quels conseils donneriez-vous aux leaders d'entreprise naviguant dans le paysage de l'IA en 2025 ? Je pense qu'il faut juste le faire. Il y a encore beaucoup d'hésitations, et les modèles changent si vite, et il y a toutes ces raisons d'attendre le prochain modèle, ou de voir comment ça va évoluer, ou si vous devriez construire avec la chose A ou la chose B. Mais en tant que principe général de la technologie, quand les choses changent rapidement, les entreprises qui ont la vitesse d'itération la plus rapide, et qui minimisent le coût des erreurs et maximisent le taux d'apprentissage, gagnent. Et c'est certainement ce que nous voyons avec les entreprises et l'IA. Les gens qui font les premiers paris et itèrent très rapidement s'en sortent bien mieux que ceux qui attendent de voir comment tout cela va évoluer. Sridhar, que diriez-vous ? Je ne pourrais pas être plus d'accord avec cela. Et ce que j'ajouterais, c'est la curiosité. Je pense qu'il y a tellement de choses que nous tenons pour acquises sur la façon dont les choses fonctionnaient, qui ne sont tout simplement plus vraies maintenant, et l'expérimentation. Et beaucoup de gens, OpenAI, Snowflake, ont rendu le coût de l'expérimentation très très bas. Vous pouvez exécuter de nombreuses petites expériences, en tirer de la valeur et bâtir sur cette force. Je veux faire écho à ce que Sam a dit à nouveau. C'est-à-dire que ce sont les gens qui peuvent itérer le plus rapidement qui tireront le plus de valeur des choses, car ils savent ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Ils peuvent naviguer dans cet avenir en rapide évolution. Il n'y aura jamais, je pense, pas dans les prochaines années, un moment parfait où tout sera stabilisé et où nous pourrons alors déterminer ce que nous faisons. Comment vos conseils différeraient-ils de ce que vous auriez dit l'année dernière ? Et je pense que j'aurais dit la même chose l'année dernière, en termes de, je pense, la curiosité est la chose la plus négligée. Et je pense que c'est bien de faire des erreurs. Vous devez trouver des situations où cela n'a pas beaucoup d'importance. Et il y a beaucoup de situations comme ça. Mais la technologie mûrit aussi rapidement. Vous savez, vous pouvez absolument utiliser ChatGPT maintenant pour obtenir des informations sur les derniers événements, car il sait quand utiliser la recherche web pour les fournir. Et il existe de nombreuses applications comme les chatbots, qu'il s'agisse de données structurées ou non structurées. La technologie est mature, vous pouvez l'adapter. Oui, vous pouvez toujours repousser les limites de ce que vous pouvez faire avec. Il existe des applications plus avant-gardistes, mais bien loin de la frontière, je pense que cette technologie est réellement prête pour une utilisation grand public. Curieusement, je n'aurais pas dit la même chose l'année dernière. J'aurais dit la même chose à une start-up l'année dernière, mais à une grande entreprise, j'aurais dit vous savez, vous pouvez expérimenter un peu, mais ce n'est peut-être pas totalement prêt pour une utilisation en production dans la plupart des cas. Et cela a vraiment changé. Notre activité entreprise a évolué comme ça, et nous parlons à de grandes entreprises qui nous utilisent maintenant pour beaucoup de choses et disent « Qu'est-ce qui est si différent ?» Et nous nous disons « Est-ce que ça vous a juste pris du temps pour le comprendre ?» Et ils répondent « C'était en partie ça, mais ça fonctionne tellement plus de manière fiable. » Cela fonctionne, vous savez. Cela peut faire toutes ces choses que je ne pensais tout simplement pas possibles. Et il semble bien qu'à un moment donné, l'année dernière, nous avons atteint un véritable point d'inflexion pour la convivialité de ces modèles. Maintenant, une question intéressante est, que dirons-nous de différent l'année prochaine ?
Et je pense que nous serons à un point l'année prochaine où vous ne pourrez pas seulement utiliser un système pour automatiser certains processus métiers ou construire de nouveaux produits et services, mais vous pourrez vraiment dire « J'ai ce problème extrêmement important dans mon entreprise. Je vais y consacrer une tonne de calculs si vous pouvez le résoudre, et les modèles pourront trouver des choses que des équipes de personnes ne peuvent pas faire seules. » Et les entreprises qui ont acquis de l'expérience avec ces modèles sont bien positionnées pour un monde où elles pourront dire « D'accord, vous savez, système d'IA, quoi que ce soit, allez, vous savez, refaites mon projet le plus critique, et voici une tonne de calculs. Réfléchissez vraiment, trouvez juste la réponse. » Ceux qui sont prêts pour ça, je pense, auront un autre grand changement d'étape l'année prochaine. Je pense, vous savez, étant donné le raisonnement et l'application de plus de calculs à des problèmes difficiles, et l'introduction d'agents dans certains flux de travail, il y a l'idée que la mémoire et la récupération doivent beaucoup changer. Quel rôle la mémoire et la récupération jouent-elles selon vous dans cette, vous savez, cette prochaine ère? Je pense que des choses comme la récupération ont toujours joué un rôle clé pour que la technologie de l'IA générative soit fondée quand elle a besoin de l'aide. Si vous posez une question factuelle, vous voulez une réponse fiable. Donc, vous savez, sur GPT-3, nous avons construit des systèmes à l'échelle de la recherche web début 2023, de sorte que chaque fois que vous posiez une question qui nécessitait un point de référence du monde réel pour pouvoir y répondre, comme les nouvelles de dernière minute par exemple, vous pouviez fournir ce contexte. De même, savoir comment vous avez traité certains problèmes auparavant, la mémoire, vos interactions avec un système particulier, peuvent grandement influencer et améliorer ce système pour l'avenir. Je pense que leur rôle continuera d'augmenter à mesure que vous utiliserez ces modèles pour des tâches de plus en plus intéressantes. Et plus vous aurez de contexte, plus ces systèmes seront performants, à la fois d'un point de vue interactif et d'un point de vue agentique. Sam, y a-t-il un cadre que vous pouvez donner à chaque leader ici pour réfléchir à ce que les agents peuvent faire aujourd'hui et l'année prochaine? Je veux dire, l'agent de codage que nous venons de lancer, appelé Codex, a été l'un de mes moments d'IA générale sur le terrain. Vous pouvez observer cela. Vous pouvez lui donner un tas de tâches, il travaille en arrière-plan. Il est vraiment très intelligent et peut faire des choses à long terme. Et il est capable de se connecter à votre GitHub. À un certain moment, il pourra également suivre vos réunions, si vous le souhaitez, consulter votre Slack et lire tous vos documents internes. Et il réalise des choses incroyablement impressionnantes. Et, vous savez, peut-être qu'aujourd'hui, c'est comme un stagiaire qui peut travailler quelques heures, mais à un moment donné, ce sera comme un ingénieur logiciel expérimenté qui pourra travailler pendant des jours. Et ensuite, nous verrons cela pour de nombreuses autres catégories de travail. Vous entendez des entreprises qui construisent des agents pour automatiser la plupart de leurs supports clients, leurs ventes sortantes, ou bien d'autres choses encore. Et vous entendez des gens parler de leur travail qui consiste maintenant à attribuer du travail à un groupe d'agents, à examiner la qualité, à comprendre comment tout s'assemble et à donner des retours. Et cela ressemble beaucoup à la façon dont ils travailleraient avec une équipe d'employés encore relativement jeune. Et cela est déjà là. Ce n'est pas encore uniformément distribué, mais c'est en train de se produire. Je parie que l'année prochaine, dans certains cas limités au moins, et de petites manières, nous commencerons à avoir des agents capables de nous aider à découvrir de nouvelles connaissances, ou qui peuvent trouver des solutions à des problèmes commerciaux plutôt non triviaux. À l'heure actuelle, c'est vraiment dans la catégorie où, si vous avez un travail cognitif répétitif, nous pouvons l'automatiser à un niveau bas, sur un court horizon de temps. Et cela va s'étendre à des horizons de temps plus longs et à des niveaux de plus en plus élevés. Vous savez, à un moment donné, vous obtiendrez un scientifique en IA, un agent IA capable de découvrir de nouvelles sciences, et ce sera un moment significatif dans le monde. Vous avez dit que c'était un moment Codex et l'expérience des agents de codage. C'était un moment où vous avez senti l'IA générale. Je dois donc vous poser la question. Quelle est la définition de l'IA générale pour vous maintenant? À quelle distance en sommes-nous? Et qu'est-ce que cela signifiera pour nous? Je pense que si vous pouviez revenir en arrière de 5 ans, en 2020 disons, c'est comme l'âge des ténèbres pour l'IA, cependant. En fait, c'est une période très intéressante parce que je pense que c'était... Si nous pouvions revenir exactement 5 ans en arrière, je pourrais me tromper. Mais je pense que c'était juste avant que nous ne lancions GPT-3. D'accord. Le monde n'avait pas encore vu un bon modèle linguistique. Et si vous pouviez revenir à ce moment-là et montrer à quelqu'un
ChatGPT aujourd'hui, sans parler de codex ou de quoi que ce soit d'autre, mais juste ChatGPT, je pense que la plupart des gens diraient que c'est de l'IA générale, c'est sûr. I think most people would say that's AGI for sure. Et, vous savez, nous sommes très doués pour ajuster nos attentes, ce qui est une chose merveilleuse à propos de l'humanité. Je pense que la question de ce qu'est l'IA générale n'a pas vraiment d'importance. C'est un terme que les gens définissent différemment. La même personne le définira souvent différemment. La chose qui compte, c'est le rythme de progrès que nous avons observé année après année au cours des 5 dernières années. Cela devrait se poursuivre pendant au moins les 5 prochaines années, probablement bien au-delà, mais c'est difficile à dire. Et que vous déclariez la victoire de l'IA générale en 2024, 2026 ou 2028, ou la victoire de la superintelligence en 2028, 2030 ou 2032, c'est bien moins important que cette longue, magnifique et étonnamment douce exponentielle. Cela dit, pour moi, un système qui peut soit découvrir de nouvelles sciences de manière autonome, soit être un outil tellement incroyable pour les gens que notre taux de découverte scientifique dans le monde quadruplera ou quelque chose de similaire, cela satisferait n'importe quel test que je pourrais imaginer pour une IA générale. D'autres diraient que cela doit être un système capable de s'améliorer. Beaucoup de gens diraient que ChatGPT avec mémoire aujourd'hui est très proche de l'IA générale. Cela a certainement franchi certains de nos premiers tests, comme le test de Turing, que les gens considéraient comme l'objectif. D'accord, revenons à 2020, Sudhar. Vous souvenez-vous quel était le premier modèle OpenAI que vous avez utilisé lorsque vous construisiez la recherche? Nous utilisions en fait GPT-3 Playground et menions de petites expériences avec. Ensuite, avec les API, nous ne pouvions pas proposer GPT-3 tout en le faisant fonctionner à l'échelle du web. Nous avons donc fait de la rétro-ingénierie pour savoir comment le faire avec des modèles de 7 ou 10 milliards de paramètres. Mais on pouvait déjà y voir de la grandeur. Pour moi, c'était quand j'ai vu ce problème appelé la synthèse abstraite être bien résolu par GPT-3. Il s'agit essentiellement de prendre un bloc de 1500 mots et d'en écrire 3 phrases pour le décrire. C'est vraiment difficile. Les gens ont du mal à le faire, et ces modèles le faisaient tout d'un coup. Si vous pouviez faire cela sur l'intégralité du corpus web, vous auriez bien sûr la recherche, qui peut déterminer quelles 10 pages consulter. Ce fut un peu notre moment eureka à ce sujet. Oh mon Dieu, il y a un pouvoir incroyable ici. Et bien sûr, cela n'a cessé de s'accumuler. À quel moment de votre parcours en tant qu'entrepreneur ou PDG de Snowflake vous êtes-vous dit « Waouh ». J'emploie aussi une ancienne personne de Neva, et une partie de ma prémisse était que tout est recherche ou recherche plus à cette époque. Quand avez-vous eu cette idée? Il s'agit de définir le contexte. Une fois que vous examinez et interagissez avec ces modèles, ou que vous réfléchissez à un problème, vous voulez également avoir un moyen de restreindre le champ d'action de ce que vous voulez qu'il fasse. Et c'est une technique très puissante et généralisable. Même si vous examinez de nombreuses techniques post-entraînement qui sont apparues, cela revient à prendre ce modèle incroyablement puissant, lui donner le contexte de ce qui fonctionne ou non, et l'utiliser pour améliorer ce qu'il produit. Je dirais que c'est plus un concept général qu'un outil spécifique pour faire en sorte que quelque chose se produise. Tout est une question de bon paramétrage du contexte. Il y a toujours une infinité de contextes. Les humains le résolvent par ce que nous appelons l'attention, où nous nous concentrons sur quelque chose. Je considère la recherche comme un outil permettant de diriger l'attention pour un modèle. Et êtes-vous d'accord avec Sam sur le fait qu'il s'agit simplement d'être sur cette courbe de capacité exponentielle, ou y a-t-il une définition de l'IA générale qui compte pour vous ou pour les clients? Je pense que cela devient un sujet de débat, comme le dit Sam. Parfois, c'est aussi une question philosophique que je comparerais à un sous-marin nage-t-il? À un certain niveau, c'est absurde, mais bien sûr, il le fait. Je considère donc que ces modèles possèdent des capacités incroyables. Toute personne qui examine ce à quoi ressembleront les choses en 2030 déclarerait simplement que c'est de l'IA générale. Mais, comme le souligne Sam, vous et moi dirions la même chose en 2020, à propos de ce que nous disons en 2025. Pour moi, c'est le rythme du progrès qui est vraiment étonnant. Et je crois sincèrement que beaucoup de grandes choses vont en découler. Et de la même manière, que pensons-nous du fait qu'un ordinateur assez performant peut battre toutes les personnes au monde qui savent jouer aux échecs? Peu importe, il y a toujours des gens qui jouent très bien aux échecs. Donc, je pense que la définition est importante. C'est plus populaire maintenant qu'avant.
Oui, c'est pareil pour le jeu de Go. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Le moment exact n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Hmm. J'ai l'impression personnellement que lorsque les gens parlent d'AGI, ils parlent en réalité de conscience. Et ils ne le formulent pas toujours de cette façon. Ou du moins une grande partie, ce qui est, comme vous l'avez dit, une question plus philosophique. Je dois vous demander, puisque vous êtes là, vous entraînez plus de modèles, vous voyez les prochaines capacités avant tout le monde. Quel comportement émergent observez-vous dans la prochaine série de modèles qui change la façon dont vous opérez, ce que vous voulez construire du point de vue du produit, comment vous dirigez OpenAI? Oui, les modèles des 1 ou 2 prochaines années vont être absolument époustouflants. Vraiment, il y a beaucoup de progrès devant nous, beaucoup d'améliorations à venir. Et comme nous l'avons vu lors des précédents grands bonds de GPT-3 à GPT-4 par exemple, les entreprises peuvent faire des choses qui étaient totalement impossibles avec la génération précédente de modèles. Et donc ce qu'une entreprise pourra faire, nous en avons déjà un peu parlé, c'est lui confier votre problème le plus difficile. Si vous êtes une entreprise de conception de puces, dites-lui de concevoir une meilleure puce que ce que j'aurais pu avoir auparavant. Si vous êtes une entreprise de biotechnologie qui essaie de guérir une maladie, dites-lui simplement de travailler là-dessus. Pour moi, ce n'est pas si loin. Et la capacité de ces modèles à comprendre tout le contexte que vous voulez leur donner, à se connecter à chaque outil, chaque système, peu importe, et ensuite à réfléchir très fort avec un raisonnement vraiment brillant, et à revenir avec une réponse, et à avoir assez de robustesse pour que vous puissiez leur faire confiance pour faire un travail de manière autonome, cela, je ne sais pas si j'aurais cru que ce serait si proche, mais c'est vraiment proche. Y a-t-il une intuition que vous pourriez donner à tout le monde ici, sur les connaissances qui sont, ou seront bientôt, à portée de main? Car quand je pense à l'intelligence de base, je me dis, bon, je suis assez intelligent, mais je n'ai pas de simulateur physique parfait dans ma tête. Alors, comment savoir ce qui est possible? Le cadre dans lequel j'aime penser, ce n'est pas quelque chose que nous allons lancer tout de suite, mais l'idéal platonicien est un modèle très petit, qui possède des capacités de raisonnement surhumaines. Il peut fonctionner à une vitesse ridicule, avec 1 billion de jetons de contexte, et avoir accès à tous les outils imaginables. Et donc, peu importe la nature du problème, peu importe que le modèle contienne ou non les connaissances, ou les données. Utiliser ces modèles comme des bases de données est un peu ridicule. C'est une base de données très lente, coûteuse et très défaillante. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils peuvent raisonner. Et si vous le considérez comme ce moteur de raisonnement auquel nous pouvons ensuite soumettre tout le contexte possible d'une entreprise ou de la vie d'une personne, ainsi que tous les outils dont ils ont besoin pour ce simulateur physique ou autre, c'est assez incroyable ce que les gens peuvent faire. Et je pense que, directionnellement, nous nous dirigeons vers cela. Incroyable. Je voudrais vous poser à tous les deux une question plus hypothétique. Si vous aviez 1000 fois plus de puissance de calcul, l'idée initiale était l'infini, mais c'est absurde. 1000 fois plus de puissance de calcul, qu'en feriez-vous? Je suppose que la réponse super méta, je donnerai une réponse plus utile après, mais peut-être que la vraie réponse est que je lui demanderai de travailler très dur sur la recherche en IA, de trouver comment construire de bien meilleurs modèles, et ensuite de demander à ce bien meilleur modèle ce que nous devrions faire avec toute la puissance de calcul. Eh bien, je pense que ce serait la chose la plus rationnelle à faire. Cela signifie que vous croyez vraiment à la réponse. Il faut vraiment y croire. Je pense que la chose la plus utile que je dirais, c'est que nous voyons maintenant tous ces cas à l'intérieur de ChatGPT ou à l'intérieur des entreprises qui utilisent nos derniers modèles, où il y a de réels retours sur la puissance de calcul au moment du test. Vous savez, si vous laissez le modèle raisonner davantage, si vous essayez plus de fois sur un problème difficile, vous pouvez déjà obtenir de bien meilleures réponses. Et une entreprise qui dirait « Je vais allouer 1000 fois plus de puissance de calcul à chaque problème » obtiendrait des résultats incroyables. Maintenant, vous ne le ferez pas littéralement, et vous n'avez pas 1000 fois plus de puissance de calcul. Mais le fait que ce soit désormais possible, je pense, met en lumière une chose intéressante que les gens pourraient faire aujourd'hui, c'est-à-dire se dire « D'accord, je vais vraiment traiter cela comme une loi de puissance, et être prêt à utiliser beaucoup plus de puissance de calcul pour mes problèmes les plus difficiles ou les choses les plus précieuses. » Sridhar, faites-vous la même chose avec Snowflake, quel que soit votre problème le plus difficile. Data infrastructure search optimization running Snowflake. Is that just ask the question? Je pense que ce serait une très bonne façon d'utiliser beaucoup de puissance de calcul, mais juste pour donner une réponse différente du monde de la technologie dans lequel nous vivons.
Vous savez, il y a un projet appelé le projet Arnaud, c'est comme le projet de séquençage de l'ADN que nous avons fait il y a une vingtaine d'années, mais il s'agit de comprendre l'expression de l'ARN. Il s'avère qu'il contrôle en grande partie le fonctionnement des protéines dans notre corps, et une percée dans ce domaine, en comprenant exactement comment l'ARN contrôle l'expression de l'ADN, est susceptible de résoudre énormément de maladies et de faire avancer l'humanité de manière significative. Ce serait une excellente utilisation de l'équivalent du projet ADN réalisé avec des modèles de langage. Ce serait un résultat assez incroyable si l'on disposait de beaucoup de puissance de calcul à consacrer à quelque chose. Inspirant est l'un des plus grands problèmes de l'humanité. Merci beaucoup, Sridhar. Thank you so much, Sridhar. Merci. Merci, Sarah. Merci. Merci. Thank you.